Alors, reprenons à l'exercice 10, du coup, notre étude de la fonction valeur absolue de x à la puissance 1 quart plus valeur absolue de y à la puissance 1 quart sur le disque x2 plus y2 inférieur ou égal à 2. On a vu à l'aide du théorème de Fermat que les extrémas de f ne se situent pas dans les points que j'ai coloriés en orange ici, où f est dérivable et qui sont sur l'intérieur de D. Donc ils sont ailleurs, ils sont soit sur le bord de D, soit sur l'ensemble des points qui sont dans D, mais où f n'est pas dérivable. Donc il faut encore qu'on étudie ces deux cas de figure. Hop là, donc je vais les mettre avec la couleur qui sont sur le schéma. Il nous reste à étudier les points où f, les points qui sont sur le bord de D et les points où f n'est pas dérivable. Alors, le bord de D. Petit 2, qu'est-ce qui se passe au bord de D? Donc, le bord de D, on va regarder les points où f est dérivable sur les bords de D, et ensuite on fera séparément les points où f n'est pas dérivable. C'est les points qui sont sur le bord, mais où ni x ni y ne sont 0, donc il manque le nord, le sud, l'est et l'ouest. On va juste regarder là où f est dérivable. Alors le bord de D, du coup, c'est l'ensemble des points x, y, où x2 plus y2 est égal à racine de 2, est égal à 2. Donc c'est le cercle de centre 0, 0 et de rayon racine de 2. Alors, comment on le paramétrise? On le paramétrise par gamma de t est égal à racine de 2 cosinus t, racine de 2 sinus t. Donc vous vous rappelez, le cercle trigonométrique, le cercle de centre 0, 0 et de rayon 1, il est paramétrisé par cos t sinus t. Et du coup, pour avoir le cercle de centre 0, 0 et de rayon racine de 2, il faut juste que j'augmente ça par un facteur racine de 2. C'est ce qu'on obtient ici. Pour du coup t appartenant à... Alors il ne faut pas que x soit nul et il ne faut pas que y soit nul. Donc en fait, il faut qu'on prenne 0 de pi et qu'on enlève 0, parce que dans ce cas-là, sinus t est nul, et on veut qu'aucun des deux soit nul. Il faut qu'on enlève pi sur 2, parce qu'en pi sur 2, c'est cosinus t qui est nul. Il faut qu'on enlève pi, parce qu'à nouveau, sinus est nul en t égale pi. Il faut qu'on enlève 3 pi sur 2, parce que cosinus est nul en 3 pi sur 2. Et ensuite, il faut qu'on enlève 2 pi. Ça, c'est les points du bord où f est dérivable. On a alors f de gamma de t, donc f sur le bord, là où elle est dérivable, qui est donnée par racine de 2, valeur absolue de racine de 2 cos t à la puissance 1 quart, plus racine de 2 sinus t à la puissance 1 quart, ce qui nous fait, donc racine de 2, c'est 2 puissance 1,5, si on met à la puissance 1 quart, ça fait 2 puissance 1 huitième, qu'on peut mettre en facteur, puisqu'il apparaît dans les deux termes, et ça nous fait du 2 puissance 1 huitième, facteur 2, cosinus t à la puissance 1 quart, plus valeur absolue de sinus t à la puissance 1 quart. Voilà qui est merveilleux. Ça a l'air agréable à dériver, cette affaire.
Donc, on va l'étudier séparément sur 0pi sur 2. 0pi sur 2, c'est là où, donc si on fait un cercle trigonométrique, sur 0pi sur 2, cosinus et sinus sont positifs. Donc, si on fait un cercle trigonométrique, ici, avec les axes, donc on commence en 0, l'angle ici est 0, 0, pi sur 2, pi, 3pi sur 2, et nous on a exclu 0, pi sur 2, pi et 3pi sur 2, donc entre 0 et pi sur 2, cosinus et sinus sont positifs. Donc f de gamma de t, c'est juste, donc on peut enlever les valeurs absolues. Alors, cette fonction-là, c'est une fonction à une seule variable, je vais l'appeler g de t. Et on va étudier g. Excusez-moi, je dis pas les choses dans l'ordre. On va étudier g et on veut trouver sur le bord, du coup, sur ces 4 intervalles où f et donc g est dérivable. Du coup, g, pour qu'elle soit dérivable, il faut que cosinus t et sinus t soient non nuls, pour qu'on puisse dériver valeur absolue puissance un quart. Et on va étudier g sur ces 4 intervalles pour faire son tableau de variation afin de trouver ses points de minimum et de maximum. Donc g est dérivable sur cet ensemble, là, 0 pi sur 2, pi sur 2 pi, pi, 3 pi sur 2 et 3 pi sur 2 de pi avec tous les points exclus. Et si on la dérive, donc ça va être différent selon le sous-intervalle où on est, parce que selon le sous-intervalle où on est, la valeur absolue de cosinus t, on la remplace soit par cosinus t, soit par moins cosinus t. Donc, voyons les différents cas. Sur 0 pi sur 2, cosinus t et sinus t sont positifs, et on trouve que g' de t, c'est 2 à la puissance 1 huitième, fois 1 quart de dérivée de cosinus, ça fait moins sinus, fois cosinus t à puissance moins 3 quarts, 1 quart moins 1, plus 1 quart de dérivée de sinus cosinus t fois sinus t à la puissance moins 3 quarts. Alors, quand est-ce que g' de t s'annule? Déjà, on peut mettre 2-3 trucs en facteur, oui, non, ça sert à rien. Enfin, si le 2 puissance 1 quart, du coup, c'est 1 sur 2 au carré, on peut le mettre en facteur. Bon. Dans tous les cas, on obtient une constante fois 2 à la puissance 1 sur 8 moins 2, si vous voulez tout savoir, facteur 2, moins sinus t cos t puissance moins 3 quarts, plus cos t sinus t puissance moins 3 quarts. Donc g' de t égale 0. Si et seulement si, moins sinus t, et non, pardon, si ces deux parties-là sont égales, donc si sinus t cos t puissance moins 3 quarts doit être égal à cos t sinus t puissance moins 3 quarts. Autrement dit, si je mets les sinus et les cosinus de chaque côté, donc je multiplie par sinus à la puissance 3 quarts de chaque côté et par cosinus à la puissance 3 quarts de chaque côté, ça me fait sinus t à la puissance 1 plus 3 quarts, 1 plus 3 quarts, ça me fait 7 quarts, qui doit être égal à cosinus t à la puissance 7 quarts, c'est-à-dire, en fait, sur 0 pi sur 2, à nouveau, tout le monde est positif, donc il faut que sinus t égale cos t. Là, je passe à la puissance 4 septième et j'obtiens que je cherche les points entre 0 et pi sur 2 où sinus t égale cos t. Et entre 0 et pi sur 2, les points où sinus t égale cos t, il n'y en a qu'un, et c'est l'angle pi sur 4.
Ensuite, sur pi sur 2, pi, cette fois, donc sur pi sur 2, pi, vous voyez que le sinus, il continue d'être positif, par contre le cosinus, il est négatif entre pi sur 2 et pi. Du coup, g' de t, ça va être moins cosinus t à la puissance 1 quart plus sinus t à la puissance 1 quart. Tout ça fois 2 puissance 1 sur 8. On a moins cosinus t puissance 1 quart, moins cosinus t est positif, du coup c'est la valeur absolue de cosinus t, plus sinus t puissance 1 quart, et donc g' de t, ça nous fait toujours la même constante. Ensuite on a 1 quart fois la dérivée de moins cosinus t, donc fois sinus t, fois moins cosinus t à la puissance moins 3 quarts, plus 1 quart fois la dérivée de sinus, c'est-à-dire cosinus, fois sinus t à la puissance moins 3 quarts. Ok, très bien. Donc g' de t, quand est-ce que ça fait 0? On peut mettre le 4 en facteur de tout le monde. G' de t égale 0 quand ces deux parties sont égales. Donc il faut que sinus t fois moins cos t à la puissance moins 3 quarts soit égal à moins cos t sinus t à la puissance moins 3 quarts. Donc si je mets tout le monde du même côté, je multiplie par moins cos t à la puissance 3 quarts de chaque côté, par sinus t à la puissance 3 quarts de chaque côté. Ça me fait du sinus t à la puissance 7 quarts, qui doit être égal à moins cos t à la puissance 7 quarts. Donc il faut que sinus t, à nouveau je passe à la puissance 4 septième, sinus t doit être égal à moins cosinus t. Alors c'est en quel angle cette fois entre 0 et entre pi sur 2 et pi, pardon, que cos t et sinus t sont opposés? Cos t et sinus t sont opposés quand on est sur la droite y égale moins x ici. Ça correspond à l'angle qui est en plein milieu, c'est l'angle 3pi sur 4. Et je vous laisse vérifier, parce que les calculs sont très similaires, donc je ne pense pas que ce soit utile qu'on fasse tout en détail. Sur pi, 3pi sur 2, du coup cette fois cosinus t et sinus t sont tous les deux négatifs, donc on va avoir des moins partout, et on va trouver, je vous laisse le vérifier, que g' de t égale 0 si et seulement si t est égal à 5pi sur 4, donc à nouveau au milieu de l'intervalle. Et sur 3pi sur 2, 2pi. À nouveau, je vous laisse vérifier. Cette fois, c'est le sinus qui est négatif et le cosinus qui est positif. Donc ici, le moins change de place. On trouve à nouveau que cosinus t doit être égal à moins sinus t. Et sur cet intervalle, ça se produit en t égale 7pi sur 4. Donc si on fait le tableau de variation de g, qu'est-ce qu'on observe? Donc G, on l'étudie entre 0 et 2pi, et on a enlevé les points 0, pi sur 2, 0, 2pi. On a enlevé les points 0, pi sur 2, pi, 3pi sur 2, et on a observé que G' de t s'annulait en pi sur 4, 3pi sur 4, 5pi sur 4 et 7pi sur 4.
Un peu moche mon tableau de variation, je vais faire des vraies lignes droites, ce sera plus beau. On espère. Toc. Une vraie ligne droite. Voilà, beaucoup mieux. Donc G' de t, S annule. S annule ici. Ah, pardon, j'ai pas mis les points où elle n'est pas définie, c'est ça. Oups, alors attendez un instant, j'aurais dû aussi indiquer les points où on n'utilise pas la dérivée. Donc il y a pi sur 2 où elle n'est pas définie. Ensuite, on a 3pi sur 4 où elle s'annule. Ensuite, on a pi où elle n'est pas définie. Ensuite, on a 5pi sur 4 où elle s'annule. Ensuite, on a 3pi sur 2 où elle n'est pas définie. « 7pi sur 4 où elle s'annule. Et 2pi où elle n'est pas définie. Ça, c'est G'. Alors maintenant, G' de t entre 0 et pi sur 2, qu'est-ce qu'elle va faire? Entre 0 et pi sur 2, elle s'annule en pi sur 4. Avant qu'on soit en pi sur 4, qu'est-ce qui va se passer? Quand on est très proche de 0, le cosinus va être proche de 1 et le sinus va être proche de 0. Donc ce terme-là, il va être tout petit, celui-là, il va être égal à 1 fois quelque chose. Donc, on va avoir une fonction positive. Donc G' de t, elle va être positive jusqu'en pi sur 4, puis négative. Positive entre pi sur 2 et 3pi sur 4, puis négative. Positive, négative, positive, négative. Donc elle va avoir ce profil-là. Ça, c'est G de t, c'est f de gamma de t. Et maintenant, si on reprend G de t, c'était donc cos t en valeur absolue à la puissance 1 quart et sinus t en valeur absolue à la puissance 1 quart. On voit que en 0, du coup, sinus t est nul et il reste cos t qui fait 1 à la puissance 1 quart fois 2 puissance 1 sur 8. Donc ici, on a du 2 puissance 1 sur 8. En pi sur 2, en fait, ça va être pareil. En pi sur 2, c'est sinus qui est égal à 1 et cosinus qui est nul. Dans tous les cas, on a 2 puissance 1 sur 8 fois 1. Et je vous laisse vous convaincre que tous les minimums ici donnent 2 à la puissance 1 sur 8. Et maintenant, les maximums. Quand t égale pi sur 4, g de pi sur 4, du coup, c'est 2 puissance 1 sur 8 fois cos pi sur 4 puissance 1 quart plus sinus pi sur 4 puissance 1 quart. Sauf que cosinus pi sur 4, ça fait 1 sur racine de 2. Ça fait racine de 2 sur 2. Donc on a 2 à la puissance 1 sur 8 fois 1 sur racine de 2 à la puissance 1 quart plus 1 sur racine de 2 à la puissance 1 quart. Ça nous fait 2 à la puissance 1 sur 8. Et 1 sur racine de 2 puissance 1 quart, ça fait 1 sur 2 puissance 1 sur 8. Donc on a 2 fois 2 à la puissance 1 sur 8, ça fait 2. Ici, ça fait 2. Ici aussi, et ici aussi. Donc il semblerait que les points qu'on a trouvés, pi sur 4, 3pi sur 4, 5pi sur 4 et 7pi sur 4, sont des points de maximum de f de gamma de t. Donc f est maximal sur le bord de D au point
Et du coup, gamma de pi sur 4, c'est le point 1, 1. Gamma de 3pi sur 4. Gamma de 3pi sur 4, je vous laisse vérifier que c'est le point 1. C'est le point moins 1, 1, excusez-moi. Gamma de 5pi sur 4, c'est le point 1 moins 1. Et gamma de 7pi sur 4, c'est le point... Pardon, là c'est moins 1 moins 1, et ici c'est 1 moins 1. Je vous rappelle que gamma de t, c'est racine de 2 cosinus t, racine de 2 sinus t. Donc en pi sur 4, par exemple, on a racine de 2 fois cosinus pi sur 4, et cosinus pi sur 4, c'est racine de 2 sur 2. Donc on se retrouve avec racine de 2 fois racine de 2 sur 2, ça fait 2 sur 2, ça fait 1. Et racine de 2 fois sinus pi sur 4, sinus pi sur 4 aussi fait racine de 2 sur 2, donc on a 1 ici. Donc gamma de pi sur 4, c'est le point 1, 1. Gamma de 3pi sur 4, c'est le point moins 1, 1, etc. Je vous laisse faire les calculs si vous n'êtes pas convaincu. Ok, donc ça répond à la question sur la partie du bord où f est dérivable. Et en fait, on voit qu'on a aussi la réponse pour les points où elle n'est pas dérivable. Dans ce cas-là, elle vaut toujours 2 puissance 1 sur 8. Voyons maintenant, en dernier lieu, les points où f n'est pas dérivable. Du coup, on ne va pas pouvoir dériver, on va devoir étudier à la main. Donc, point de D, f n'est pas dérivable. Donc on peut ni dériver une paramétrisation pour faire son tableau de variation, ni étudier les points critiques avec le théorème de Fermat, on est vraiment à la main. Donc c'est sur les points, déjà, xy avec x égale 0, et y qui est compris entre moins racine de 2 et racine de 2. Donc sur le dessin, ici, c'est les points qui sont... Voilà, x égale 0 et y est compris entre moins racine de 2 et racine de 2, c'est le segment violet vertical ici. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Bah, du coup, si x égale 0 et y est entre moins racine de 2 et racine de 2, on a f de 0y qui est égal à juste valeur absolue de y à la puissance 1 quart. Bah ça, c'est pas très compliqué d'un autre côté de voir son max et son min. Valeur absolue de y à la puissance 1 quart, c'est toujours positif, c'est nul en 0, puis ça monte de chaque côté. Donc elle est minimale en y égale 0, avec f de 0, 0 égale 0. Cette fonction, en fait, son profil, si vous la dessinez, elle n'est pas dérivable en 0, elle ressemble un peu à valeur absolue. Pardon, elle ressemble un peu à racine carrée, et elle part des deux côtés comme ça. Et donc ici, vous avez moins racine de 2 et racine de 2, où elle vaut 2 puissance 1 sur 8. Donc elle est maximum en moins racine de 2 et racine de 2, et elle est minimum en 0. Et en plus racine de 2 et moins racine de 2, elle prend la même valeur qui est 2 puissance 1 sur 8. Et sur xy, tel que y égale 0, et cette fois c'est x qui est entre moins racine de 2 et racine de 2, cette fois on étudie f de x0, donc c'est juste valeur absolue de x à la puissance 1 quart, qui a exactement le même profil du coup. Elle est minimale quand x égale 0. Et on a
f de 0, 0 égale 0, enfin bon, on le savait déjà. Et maximale en x égale plus ou moins racine de 2. Et en ces deux points, f vaut à nouveau, vous aurez deviné, 2 à la puissance 1 sur 8. Alors très bien, regardons ce qui se passe sur le schéma du coup au final. On a montré que dans toute la partie en orange, il n'y avait pas d'extrémum locaux. Dans la partie en bleu sur le bord, on a trouvé 4 points spéciaux, ici, ici, ici et ici, où f était maximale. Ici, on a vu qu'elle était maximum sur ce segment-là, mais quand même plus petite que là. Et enfin, en 0, 0, elle vaut 0 et c'est son minimum global, puisque cette fonction est toujours positive. Donc au terme de cette longue étude, on en déduit que le minimum de f sur d c'est 0, 0. Et elle a 4 points de maximum, où elle vaut 2. Donc c'était 1, 1, moins 1, 1, moins 1, moins 1, et 1, moins 1. Alors, c'était pas de la tarte. Cette fois, il fallait non seulement étudier séparément le bord et l'intérieur, avec d'une part les points critiques et d'autre part la paramétrisation, puis on fait le tableau de variation de la fonction f de gamma de t, avec une gamma de t, une paramétrisation du bord. Ici, c'était un peu plus compliqué parce qu'il y avait en plus des points où, même si on était à l'intérieur, f n'était pas dérivable et donc le critère des points critiques ne s'appliquait pas, donc il fallait en plus qu'on fasse l'étude de ces points à part. Mais c'est la seule nouveauté ici. À part ça, c'est juste une petite difficulté de calcul. Regardons juste maintenant, pour confirmer nos intuitions, à quoi elle ressemble en fait cette fonction. Donc si on trace la fonction valeur absolue de x à la puissance 1 quart plus valeur absolue de y à la puissance 1 quart, je pense que vous êtes convaincus effectivement que quand x égale 0 et y égale 0, ça n'a pas une tête à être dérivable. Ok. Alors maintenant, on ne regarde pas f sur tout son ensemble de définitions, on veut seulement la regarder sur les points où x2 plus y2 est inférieur ou égal à 2, donc c'est juste les points xy ici, puis je regarde la valeur de f associée là. Et si je fais ça, donc ça revient à couper f comme ça et regarder que ce qui se passe à l'intérieur du cylindre, et il va nous rester ça. Et là, je trouve on voit très bien ce qui se passe. En 0, 0, donc si on zoome un coup, en 0, 0, la fonction f, là, alors elle plonge très abruptement jusqu'en 0, ça se voit pas ici, mais elle va jusqu'en 0, et c'est clairement son minimum. On a des espèces de faux minimums au point 0, racine de 2, 0, moins racine de 2, donc c'est les points qui sont à la fois sur le bord et où f n'était pas dérivable. Et on avait vu qu'à ces points-là, la fonction, elle était en quelque sorte minimum sur le bord. Elle vaut 2 à la puissance 1 sur 8. Et si on regarde le bord, on l'avait paramétré, on avait vu qu'on avait un espèce de tableau de variation qui faisait comme ça, là. Et ben, on le voit bien ici. Sur les points, donc ici, par exemple, on est entre 0 et pi sur 2. Entre 0 et pi sur 2, on voit bien, ça fait 2 puissance 1 sur 8, ça monte, c'est maximum ici à l'angle pi sur 4, et puis ça redescend. Et l'angle pi sur 4, il correspond au point x égale 1, y égale 1. Voilà, j'espère que cette visualisation, moi en tout cas je trouve ça très satisfaisant après avoir fait toute une longue étude de voir qu'est-ce que ça voulait dire en fait tout ce charabia. J'espère que vous êtes convaincus et je vous remercie de votre attention.